Donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour la seconde partie de cette conférence sur l'Aliyah du Yémen. J'ai partagé, et la fois d'avant, on avait parlé des Aliyot qui ont eu lieu avant l'État d'Israël. Donc, on avait parlé de 1882, qui est en parallèle avec la première Aliyah sioniste, et les Aliyot après, qui sont en parallèle avec la seconde Aliyah sioniste, qui vont arriver aussi au kibbutz de Kinneret et au kibbutz de Dgania. Et on avait parlé des problèmes qu'ils ont rencontrés. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé après l'État d'Israël. Alors, je lance la diapo. Voilà. Encore ça. Pardon. Juste le réglage pour lancer les détails. Voilà. Et comment est-ce que je cache ce qui vous dérange. Voilà. Bien, donc on est parti pour parler des Aliyot du Yémen après la création de l'État d'Israël. On va commencer par un petit film ça pour se mettre dans l'ambiance. אם אשכוחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי. אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחותי. Bien. Pardon. Donc, on avait parlé du fait que ces Juifs du Yémen, qui sont une communauté à part, ils ne sont pas ashkénazes, ils ne sont pas séfarades, ils sont yéménites, et à la différence des Beta Israël d'Éthiopie ou des Bnei Menaché de Birmanie, ils ont toujours été en contact avec Am Israël, mais ils ont leur minagim à eux, leur prononciation à eux, et ce qui fait qu'ils étaient un peu spéciaux par rapport au mainstream qu'on connaît, qui était ou séfarade ou ashkénaze. Il s'agit des yéménites. Donc, ils ont pris la route pour aller en Eretz Israël. On les voit à pied, la famille avec le Sefer Torah dans la main qui traverse le désert. Et on avait parlé du fait qu'ils sont arrivés à Jérusalem et que le premier quartier au Mont des Oliviers, Kfar HaShiloach, était le village des Yéménites. On avait parlé du fait qu'après, ils ont été employés comme ouvriers dans les Moshavot, les établissements agricoles de la première aliyah sioniste, en bas au kibbutz de Kinneret, à gauche comme gardiens. Et on avait parlé des problèmes qu'ils ont eus à cause du fait qu'ils sont différents et qu'on a toujours le problème d'accepter le différent. Ça prend du temps jusqu'à qu'on s'intègre. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois. On avance maintenant l'État d'Israël. Et en 1949, il y a un grand changement au Yémen. C'est que l'imam Ahmed, qui dirige le Yémen, qui a hérité de son père, permet aux Juifs de quitter le Yémen. Pendant des dizaines d'années, les Juifs n'avaient pas le droit de quitter le Yémen. Tout d'un coup, en 1949, d'un côté, ils reçoivent l'autorisation de quitter le Yémen, de l'autre côté, il y a l'État d'Israël, et donc on peut maintenant envisager une aliyah de grande envergure. Il ne s'agit plus d'une caravane de 30, de 40 ou de 150 personnes, mais de faire venir des milliers de personnes. Alors on va envoyer des avions, sur le tarmac à Sanaa, la capitale du Yémen. On voit ces gens dans l'avion. Il faut comprendre, ces gens n'ont jamais vu un avion. Ces gens n'ont jamais vu un train. Et on leur demande, mais vous n'avez pas eu peur de monter dans l'avion? Et ils répondront, mais non, d'abord, Dieu avait dit, quand on est sorti d'Égypte, vous avez le verset devant vous, je vous ai porté sur les ailes des aigles et je vous ai amené vers moi.
Et dans Isaïe, Adonai yachlifu koach ya'alu ever kanesharim, ceux qui ont confiance en Dieu reprendront des forces et ils leur pousseront des ailes comme les aigles. Et ces Juifs du Yémen ont dit, voilà les aigles que Dieu nous avait promis. C'est donc ces aigles qui vont nous ramener en Eretz Israël. Donc ils viennent, ils montent dans les avions. L'opération est organisée par le Joint. Elle s'appellera Marvad Aksamim, opération tapis volant, ou Kanfe Nesharim, les ailes des aigles. Les deux noms ont été utilisés pour cette opération, qui va faire monter 50 000 Juifs en moins de 2 ans, 50 000 Juifs du Yémen dans les années 49-50. Alors, on voit de nouveau ces Juifs dans l'avion, devant l'avion. On les voit arriver en Israël avec le Sefer Torah yéménite. Ils descendent de l'avion. L'accueil va être difficile. Je rappelle qu'on est dans les années 50, c'est-à-dire que l'État d'Israël vient d'être proclamé. On n'a rien en Israël. On est un pays pauvre, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est Olim qui arrive du Yémen, mais aussi d'Irak, et du Liban, et d'Égypte, et de Roumanie, et de Pologne, et de tous les pays, sont logés dans ce qu'on appelle les Mahabarot, des camps en tôle, en toile, sous la tente, plusieurs familles par tente, plusieurs familles par baraque. L'intégration est compliquée, mais le pays n'a rien. C'est-à-dire que c'est déjà un miracle qu'on ait pu les faire venir. Et comme l'État d'Israël est très pauvre, l'organisation qui prend en charge d'organiser l'immigration des Juifs du Yémen, ce n'est pas l'État d'Israël, ni l'agence juive, la Sornout Hayoudit, l'agence juive, ça va être le Joint, donc l'organisation caritative juive américaine, qui va prendre en charge l'organisation de cette Aliyah. Et là est le premier gros problème, c'est qu'ils ont peut-être pris en charge ce départ, mais organisation, c'est un mot qui ne correspond pas au foutoir qu'ils ont mis en place au Yémen. Alors, on va commencer par un extrait de journal. Je vais le en hébreu, mais je vais traduire aussi. Pardon. 49. הודעתו המפתיעה של האימאם מוחמד על פתיחת שערי תימן ליהודים נתנה את האות לתחילתו של מבצע מרבד הקסמים. מבצע שהוצג במשך השנים כאירוע פלאי שהפך למיתוס מכונן הקשור בדימויים של הצלה וגאולה. קראו לזה מרבד קסמים וסיפרו לנו על כל מיני סיפורי ניסים ונפלאות שבעצם מאחוריהם הסתתרה טרגדיה. 49. Donc la dernière image que vous avez vue, ceux qui ont fait attention, c'était quelqu'un qu'on portait en terre. Ce qui se passe, c'est que le Joint, qui veut maintenant organiser cette évacuation, cette aliyah des Juifs du Yémen, la planifie sur 2 ans, au rythme de 700 Juifs par mois. Donc il y a 2 avions hebdomadaires, le but d'amener 700 Juifs chaque mois. Et pour ça, ils construisent à Sanaa un camp qui peut contenir 700 personnes pour que ceux de la prochaine vague soient en attente dans le camp le temps que les avions arrivent et les emmènent. Le problème c'est que dès que la permission leur est donnée de quitter le pays, ils arrivent par milliers en marchant à travers le désert, en marchant 100, 200, 300 kilomètres. Ils arrivent épuisés à Sanaa, dans un camp qui est prévu pour 700 personnes. Et déjà, en octobre, ils seront près de 15 000. Donc, quand il y a 15 000 personnes dans un camp prévu pour 700 personnes, d'abord, il n'y a pas de tente. Donc, ils sont au grand air. Et ils sont dehors, ils dorment par terre. Je dis, ils ont traversé le désert, ils arrivent en très mauvais état physique, ils sont épuisés, ils sont malades. Il y a assez à manger, mais il n'y a pas assez de postes de distribution. Le Joint a prévu 2 postes de distribution avec quelques employés. Ça ne suffit pas à distribuer la nourriture à 15 000 personnes. Pour distribuer de l'eau, les gens font la queue pendant 7 heures pour avoir de l'eau. Mais ils font la queue au soleil, donc ils vont se déshydrater. Et c'est l'image qu'on a vue de ces gens qu'on porte en terre, parce que plusieurs centaines, près d'1 millier, vont mourir pendant cette opération de sauvetage à cause des conditions catastrophiques du camp de Sanaa. Quand ces Juifs arrivent en Israël, on est horrifié par leurs conditions physiques, par le nombre de malades qu'il y a dans les groupes. Et donc le directeur du ministère de la Santé israélienne, qui vient d'être créé, on est un tas tout neuf, prend l'avion et se rend à Aden, pardon, je ne sais pas, Sanaa, c'était Aden, se rend à Aden pour aller voir de quoi il en retourne. Il lui suffit de 2 jours pour comprendre la situation, que c'est une catastrophe humanitaire terrible. Il rentre en Israël, il alerte Ben Gurion
directement, on envoie des tentes, des secours, on met en place tout le système et en quelques jours, le camp s'organise et on double, on triple les vols pour ramener ces juifs et on sauve la situation qui a complètement échappé au joint. Le joint s'en est disculpé en disant qu'il était occupé sur beaucoup de projets à la fois et qu'il n'avait pas les moyens. Mais le problème, c'est qu'il a su ce qui se passait. Au lieu de demander de l'aide à l'État d'Israël, à l'agence juive, à d'autres, il a pensé qu'il pourrait le gérer de lui-même et amener une catastrophe humanitaire. Maintenant, en plus de la catastrophe humanitaire, il y a toujours dans chaque endroit, il y a toujours des gens méchants, des gens mauvais qui profitent de la situation. Alors d'abord, il faut comprendre que quand c'est l'imam Ahmed leur a permis d'aller en Israël, en fait, les cheikhs locaux font des points de contrôle, des barrages de contrôle sur la route qui amènent les Juifs des régions où ils habitent vers Aden. Et à chaque passage, il faut qu'ils payent une rançon de 10% de leurs biens pour pouvoir passer. Donc comprenez que c'est à 10 points de contrôle, 10 barrages qui leur volent chaque fois 10% de leurs biens, ils arrivent, ils n'ont plus rien. Donc ils arrivent sans rien à Aden. Et là-bas, il y a encore d'autres voleurs qui vont les dépouiller du peu qu'il leur reste. On va peut-être voir un témoignage. יוסף צוריאל היה בקושי בן 14 כשהגיע עם משפחתו למחנה חשד. הוא לא זוכר את המכות, גם לא את הרעב. רק דבר אחד הוא זוכר בבירור, את האיש שניגש אליו רגע לפני שעלה למטוס. מישהו בא אליי ושאל אם יש לי ספרים, ואני כמובן הראיתי לו את הספרים שיש, וכולם כתבי יד. והוא בא עם איזושהי שק כזה של בלבד, שם את כל הספרים האלה בתוך השק הזה, והוא אמר לי שהם יגיעו אחרינו לארץ. הוא נתן איזה פתק, איזה משהו? לקח את השק הזה, ומאז לא ראיתי שם ספר. אחר כך מצאו את הספרים האלה בבריטיש מוזיאום, הדוד שלי באחת ההזדמנויות, הוא מצא גם בספרייה בפריז. ספרים שכתבי יד של תימנים. זאת אומרת, הכל נמכר אחר כך, כל מיני עשו מזה ביזנס. והביזנס הזה פרח. כל מי שעלה ארצה נדרש להשאיר מאחוריו את המעט שהיה לו. אחרי 3 שבועות אנחנו עלינו למטוס, אמרו מי שיש לו עוד דברים יוריד אותם. Bien, j'ai arrêté le film pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Je vais raconter rapidement. Ce monsieur qu'on a vu arrive avec des livres anciens, des manuscrits yéménites de très grande valeur. Et on lui dit, il faut tout mettre dans le sac, donne les bagages et ils arriveront en Israël plus tard, ils te suivront. Il n'a jamais rien reçu et plus tard, ces manuscrits yéménites de très grande valeur sont retrouvés au British Museum, au musée en France, dans des collections privées. Ils ont été vendus. Ce que j'ai coupé maintenant à la fin, qui est encore plus poignant, c'est ces femmes auxquelles on raconte quand elles sont dans l'avion, l'avion ne peut pas décoller parce qu'il est trop lourd. Alors mettez tous vos bijoux dans le grand sac et elles doivent donner tous leurs bijoux, leurs colliers, leurs bagues, leurs bracelets. Bien sûr, rien ne leur sera rendu et elles ont été dépouillées. Donc ça, pardon, il y a un problème avec le son. Excusez un instant. Ariel, c'est bon, on t'entend. Non, parce qu'il y avait un message unmute. Je pensais que j'étais couché. C'est moi, tout est OK. Je m'excuse. OK. Donc, on leur a dit de tout laisser et elles ont été dépouillées de leurs bijoux. Donc, je dis, ça, c'est ni l'agence juive, ni le joint. Ça, c'est des voleurs et des escrocs qui profitent d'une situation. Ça arrive dans toute situation. C'est juste dommage que dans une situation tellement compliquée, on a encore en plus non seulement la faim, la soif et le vol organisé par les Yéménites, on a encore les escrocs qui viennent profiter de ces gens. Au final, cette opération a quand même réussi puisque ces Juifs arrivent en Israël et qu'ils s'intégreront. Et je vois qu'il y a quelque chose vous avez des zones grises que moi je ne vois pas chez moi. Ça va réussir puisqu'il y aura des grandes figures dans ce judaïsme du Yémen. Alors, je vais essayer de faire disparaître. Voilà.
Par exemple, le Rav Kapar, le Rav Yosef Kapar, qui était quelqu'un d'une sommité du judaïsme yéménite, qui a à peu près rappelé tous les prix qu'on a en Israël. Vous avez la liste en bas à droite, le prix d'Israël, le prix du Rav Kook, le prix Bialik, le prix Katz, enfin, tous les prix littéraires. Il a traduit tous les ouvrages juifs qui avaient été écrits en arabe. Il était membre du grand rabbinat d'Israël, donc un rabbin très important en Israël, qui fait partie donc, de cette communauté yéménite. On a avec Dor Kalani, on en avait parlé quand on a parlé du guerre de Kippour, un héros qui a sauvé Israël, puisque c'est lui qui a arrêté les Syriens, lui et ses soldats qui ont arrêté les Syriens sur le Golan dans la bataille de Krav Emek Abacha. Donc c'est quelqu'un de très connu. Plus tard, il va être député, il va même être ministre, et Yitzhak Shamir le chargera d'organiser le sauvetage des Juifs du Yémen qui restent encore au Yémen dans les années 90. Donc de nouveau, quelqu'un qui a bien réussi, un Yéménite qui a réussi et dans l'armée et dans la politique. Notre ancien chef de la police, René Alcher, qui est lui aussi d'origine yéménite. Daklon, un grand chanteur. Si je commence avec les chanteurs, là on en a une dizaine de chanteurs au niveau national. J'ai choisi Daklon d'abord parce que je l'aime bien et ensuite parce qu'il explique son nom Daklon, il l'a inventé du nom de Dak. Comme les Yéménites étaient assez maigres, alors à l'école on l'appelait le maigrichon, il était Dak, il était tout maigre. Et c'est ce qu'il a choisi de prendre comme nom de scène, Daklon, pour rappeler un peu ses origines de garçon maigre yéménite dans le quartier où il a grandi. Et bien sûr, l'artiste la plus connue, c'est Ofra Haza. Ofra Haza qui était chanteuse de renommée internationale. Il faut comprendre ce qu'elle a fait à Israël. Alors, Ofra Haza est tellement connue en Israël. Alors, pardon, je l'essaie. On va voir cet extrait de... Peut-être pas mettre cet extrait-là, que je voulais mettre, l'extrait d'un petit film sur elle. Je vous raconte ce qu'on voit dans le film, nous, parce que c'est en hébreu. Donc, le présentateur raconte qu'il n'y a jamais eu d'artiste avec un tel renom international, qu'elle est entendue dans tous les pays, elle a conquis l'Europe, elle a conquis les États-Unis, elle a conquis l'Asie. Et partout, on entend Ofra Haza, les disques sont vendus à des millions d'exemplaires. Et ce que je vais quand même vous mettre comme petit film, c'est le petit film qui est du côté gauche. C'est un film sur la télé. Alors là, je ne me rappelle plus si c'est la télé japonaise ou coréenne, enfin une télé du sud-est asiatique. Et regardez cette émission de nouvelles à la télé asiatique. イスラエルなんですけれども、今僕たちが住んでいる日本がここでございましてですね、この日本からもうアジア大陸、中国、インドね、パキスタン、アフガニスタン、イランとこうずっとこう地球をもう半分近くこう回ってます。と地中海にぶち当たるんですけども、地中海の一番東の端っこ。あるですね、人口400万人の国なんですけども、このイスラエルのですね、コップスが今どういうふうになっているかというのを今日はたっぷりとご紹介したいと思います。 Donc, grâce à Ofra Haza, voilà, alors on explique à la télé où se trouve Israël, on vous montre comment on arrive de leur pays vers Israël, un tout petit pays à 4 millions d'habitants, et Ofra Haza a réussi à faire résonner le nom d'Israël dans le monde entier grâce à ses chants, quand la chanteuse était élue chanteuse de l'année, je ne sais plus quelle année c'était, mais donc c'est une chanteuse très très connue d'origine yéménite. Et je continue, bien sûr, en Israël, qui ne connaît pas les plats yéménites qui sont rentrés dans la cuisine israélienne. Bien sûr, le falafel à l'origine, il n'est pas yéménite, il est égyptien, mais les yéménites qui sont venus en Israël, les premières vagues sont passées en venant par bateau de Aden vers le canal de Suez, vers Port Saïd, ont fait des arrêts forcés en Égypte. Là-bas, ils ont découvert le falafel, qui est le plat national égyptien, et l'ont amené en Israël. Donc en Israël, on mange un plat qui est égyptien, mais qui nous a été amené par les Yéménites. Donc il est en Israël connu comme Yéménite. Vous avez en haut le djahnoun, vous avez le lahour, cette pita faite sur la poêle qui est à gauche, le khilbé, et on voit en haut à droite la purée de piment qu'il y a. Donc on s'est aussi mis au diapason du culinaire yéménite en Israël. Donc il y a eu des gens qui ont très bien réussi, il y a leur cuisine qui est rentrée dans le mainstream israélien. On avait parlé l'autre fois, quelque chose dont je ne veux pas m'étendre, le problème qu'il y avait entre deux rites qu'il y a au Yémen, les Shami et le Baladi.
Les rabbins, il y a des micros là qui me dérangent. Est-ce que je peux faire? Continue Ariel. Okay. Il y avait des rabbins au Yémen. Le rabbi Yahya Kapar avait fait un mouvement qui s'appelait Dor Dea, qui était entièrement contre l'étude du Zohar et de la mystique. Lui était d'après le Rambam et uniquement d'après les textes rationnels du judaïsme. En Israël, on leur a demandé d'être un peu en sourdine parce que la Kabbalah a bonne presse, le chassidisme est répandu en Israël. Et donc Dor Dea, qui était un mouvement au Yémen très actif pour étouffer toute velléité d'aller vers le mysticisme, en Israël, on leur a dit il y a deux solutions. C'est ou vous passez en sourdine, ou on vous retire vos sièges rabbiniques. Et donc ce mouvement de Dor Dea, de rationalisme yéménite, a été un peu jugulé en Israël. Et là maintenant j'arrive au grand problème de cette aliyah du Yémen. Si j'ai dit qu'il y a eu le problème dans les camps, que les camps étaient mal gérés, qu'il y a eu trop de monde qui est arrivé avec les maladies, avec la soif, et les médecins, un millier de morts qui ont été enterrés sur place, sans sépulture officielle, sans tombe officielle. Dans le camp, ils ont creusé des trous, ils ont fait des fosses communes, et ils ont laissé derrière eux. Il y a un certain fatalisme quand on écoute ces dames qui racontaient dans le film que je n'ai pas montré. Elle dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ils mouraient, on enterrait, on continuait. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres aliyot. Plus près de nous, on le retrouve dans l'aliyah des Beta Israël, l'aliyah d'Éthiopie, où de nouveau des centaines, sinon plus, de juifs éthiopiens sont morts sur la route qui les amenait vers les ports au Soudan, à partir desquels ils étaient exfiltrés par Israël. Peut-être qu'on fera un exposé sur l'aliyah des Beta Israël des juifs d'Éthiopie. Donc ça a eu lieu aussi dans cette traversée de désert de l'Éthiopie vers les ports. Même chose aussi avec les vols sur la route, les faux barrages pour les piller. Mais il faut se rappeler que c'était aussi le sort des Ashkénazes. Si on parle en Israël, vous allez dans la vieille ville à Jérusalem, on vous montre la synagogue de la Chourvat Rabbi Yehuda et Chassid, et on vous dit que Rabbi Yehuda et Chassid est arrivé avec 300 fidèles à Jérusalem en 1700, et que c'est une très grande aliyah. Il faut se rappeler qu'au départ, Rabbi Yehuda et Chassid est parti avec 1000 olives. Bon, ils ne sont pas tous morts en route. Une partie ont fait demi-tour et ont désespéré en route, n'ont pas eu la force de continuer, ils ont fait demi-tour, mais aussi une grande partie sont morts en route. Donc c'était quelque chose qu'on connaît de toute la liote. Si on prend la famille Shlouch, Aaron Shlouch, qu'on connaît de Yafo, c'est un des fondateurs de la ville de Yafo moderne, ce qu'on appellera après Neve Tzedek. Aaron Shlouch, son bateau qui vient d'Oran fait naufrage et 2 de ses enfants meurent noyés au large des côtes d'Israël. Donc, ce fait que l'aliyah, c'est quelque chose qui a coûté cher, ça a coûté cher aux Éthiopiens, mais aux autres aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique aux Éthiopiens, c'était le prix que beaucoup ont dû payer. C'est toujours pour ça que je le raconte, parce que surtout maintenant, Medreshet Yehuda, on parle en français en Israël, donc on est entre Olim Hadashim ou moins Hadashim, beaucoup d'entre nous ont fait leur aliyah. On sait que l'aliyah, c'est jamais facile, mais on est très loin des difficultés qui ont été rencontrées par, dans des temps plus anciens, ou de temps modernes, certaines communautés, comme les Yéménites et les Beta Israël. Mais le gros problème des Yéménites va se réveiller dans les années 80, un petit peu avant, enfin les années 80. Et là, il y a un monsieur que vous voyez sur la photo qui s'appelle le Rav Uzi Meshulam. À droite, vous voyez sa pierre tombale. Et je vous la lis. Mori Azulai Uzi Bar David Meshulam, Hashem Yikom Damo, que Dieu venge son sang. Asher Massar Nafsho Beorat Sabo, Mori Chaim Sinawi Zia, le Taken Avel, Umchirat Alfei Yadei Israël, Mikehilot Teman, Mizrach ou Balkan. Et qui a donné sa vie pour réparer le tort qui a été commis dans le kidnapping et la vente de milliers d'enfants juifs parmi les Yéménites, les immigrants des Balkans et des communautés de l'Est. De quoi s'agit-il? Il s'agit de découvertes qui est faite dans les camps je vous montre tout à l'heure les photos des Mahabarot, ces camps de transit sous la tente et sous la tôle, où sont les olim de tous ces pays qui viennent, tous ces olim qui viennent des pays arabes, mais aussi de Roumanie, aussi des Balkans. Ceux qui arrivent à l'époque, c'est les conditions d'accueil. Je rappelle, Israël vient de se créer, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de maison, on n'a pas de travail, on fait avec les moyens du bord, et les conditions sanitaires sont catastrophiques. Beaucoup sont malades,
beaucoup sont arrivés malades, ça on en a parlé. Et parmi les Yéménites, il y a énormément de décès d'enfants en bas âge. Et ce qui se passe, c'est qu'il se passe des histoires bizarres. C'est que les enfants sont malades, ils sont emmenés à l'hôpital, les parents prennent le bus pour aller visiter à l'hôpital, on leur dit non, votre enfant a une complication, on leur envoie à un autre hôpital. Alors par exemple, il était hospitalisé à côté de Rehovot, maintenant on l'a envoyé à Etanim près de Jérusalem. Comprenez qu'à l'époque, avec les moyens de transport de l'époque, avec le manque d'argent de ces gens, 2-3 jours après, les parents arrivent à Etanim près de Jérusalem, demandent on vient voir notre enfant à tel état, dit ah votre enfant il est malheureusement décédé, ah ok on peut avoir le corps pour l'enterrer. Je dis ces gens sont malheureusement habitués au fait de voir la mort autour d'eux et que les enfants meurent en bas âge, c'est quelque chose qui ne les frappe pas outre mesure, c'est quelque chose auquel ils sont habitués malheureusement. Par contre quand ils demandent où est l'enfant, ah non on l'a enterré, où sont les papiers, les dossiers, ah non on ne sait plus, les dossiers ont été perdus. Et cette histoire va se répéter. Moi, j'ai des voisins yéménites. Je n'ai pas de voisins yéménites qui n'ont pas l'histoire comme ça d'un frère, d'un cousin qui a disparu. C'est incroyable. Je dis sans enquêter de façon officielle, juste en demandant aux voisins yéménites qui habitent dans le village à Doleb où j'habite, pratiquement chacun, une de voisines, Esther Wazeri, me raconte ça, c'est l'histoire de sa sœur. Et un autre me dit c'est l'histoire de son oncle. C'est incroyable, c'est l'histoire de ces disparitions d'enfants à une échelle absolument incroyable. Et il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas encore ces gens-là ne lisent pas l'hébreu, donc ils ne sont pas abonnés aux journaux ou à la radio pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc chacun prend son deuil et porte le deuil de son enfant. Dans les années 80, on va commencer à se rendre compte que c'est une épidémie. Et avec les moyens, les médias, on va pouvoir comprendre qu'il y a beaucoup, des enquêtes vont être faites. Et on va commencer à se poser des questions et à faire des enquêtes. Je vais montrer un documentaire qui vient de la télé française. Donc là, maintenant, c'est plus près de nous, donc ce n'est pas un problème de trouver aussi de la documentation en français. Donc ça règle le problème de traduction. Reportage Stéphane Amar et Jimmy Hudson. Dans les rues de Jérusalem, une énième manifestation pour les enfants volés yéménites. Les participants brandissent des photos et des pancartes réclamant la vérité sur ce drame que beaucoup comparent à la Shoah. J'ai visité le mémorial de la Shoah et j'aimerais bien que nos enfants aussi aient un mémorial. Là-bas, chaque enfant a un nom, mais nos enfants à nous, ils n'ont pas de nom. Les parents de Tzvia ont immigré en Israël en 1949 avec 50 000 autres juifs du Yémen. La famille vit dans un vaste camp de tentes près de Tel Aviv. Sarah, la petite sœur de Tzvia, âgée de 9 mois, tombe malade. Ils leur ont dit d'emmener le bébé au dispensaire pour lui faire des vaccins, mais elle n'est jamais revenue de là-bas. Les médecins affirment que la petite Sarah est décédée, mais refusent de remettre le corps aux parents. Ils ne leur ont pas laissé voir son visage. L'infirmière cachait le visage et montrait seulement les pieds. Et pas une seule famille épargnée. Tout le monde disait « On m'a volé mon enfant, on m'a volé mon enfant ». Tzvia reste persuadée que sa sœur n'est pas morte, mais a été adoptée clandestinement par une famille ashkénaze, originaire d'Europe centrale. Ils sont des centaines à raconter la même histoire en Israël. En septembre dernier, le gouvernement a lancé une vaste campagne de tests ADN pour retrouver les enfants. Cela fait 60 ou 70 ans qu'ils attendent un miracle. Et aujourd'hui, pour la première fois, ils ont vraiment une chance. Parce que si vous ne connaissez pas votre famille biologique, l'ADN est le seul espoir. Pour l'instant, les tests ADN n'ont rien donné. Aucun enfant n'a été retrouvé. Un mystère pour Yossi Gamliel, un avocat qui enquête sur le sujet depuis des années et qui cherche lui-même son frère. Je ne peux pas expliquer cela. J'ai attendu qu'au moins un enfant se présente, qu'ils disent « on m'a adopté, on m'a vendu, on m'a fait ceci ou cela ». On n'a trouvé personne. Et c'est notre principale difficulté. Mais encore une fois, les réponses ne se trouvent pas chez ces enfants qui ne savent peut-être pas qu'on les cherche. Les réponses se trouvent au sein de l'appareil d'État. Pour certains, si les enfants restent introuvables, c'est qu'ils sont bel et bien morts. Mais ils ont été enterrés dans des fosses communes. Leurs traces se seraient perdues dans le désordre administratif des premières années de l'État d'Israël. Une nouvelle commission d'enquête, la 3e en 30 ans, va tenter de percer enfin le mystère. Reportage. Ariel, t'as coupé ton micro, on t'entend pas.
Ok, maintenant on m'entend, c'est bon? Oui, parfait. Ok, je m'excuse. Je dis maintenant c'est nouveau bloqué pour une vingtaine d'années, donc on risque pas de savoir, et quand on rouvrira, je pense qu'il y aura plus grand monde de l'époque qui sera encore en vie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, là je vous ai mis des manchettes de journaux. Yaldei Teman ha'avudim hu'avru lemosdot nashim. Les enfants yéménites disparus ont été donnés à des organisations de femmes comme la Vidzo et d'autres pour être adoptés par des familles juives aux États-Unis ou dans d'autres pays, des familles qui ne pouvaient plus avoir d'enfants ou de rescapés de la Shoah comme les enfants. Ces accusations, c'est de ça qu'il s'agit, que ces enfants ne sont même pas en Israël, ils ont été répartis un peu partout. Il y a sur Internet des sites qui répertorient les noms des enfants disparus. Il y a 1053 noms officiellement disparus pour les activistes, et il y a plus de 1500 et même encore plus. Donc c'est vraiment un grand problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Je vous ai mis ici deux articles de journaux. Le premier à gauche dans Israël Hayom, où le professeur Boaz Sanjero explique qu'il y avait en moyenne en Israël était très fier d'une mortalité infantile, une des plus basses du monde, de 3% de décès à la naissance dans les débuts de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on est peut-être à 3 pour 1000, enfin on est beaucoup plus bas, mais 3% dans les années 50 pour Israël, c'était un record. Et quand les moyennes internationales pour des camps de ce type-là étaient de 15% de mortalité infantile. Maintenant, dans les années 50, dans les camps des Yéménites, on arrive à 60% de décès de mort infantile. Alors, le professeur Sanjero dit, c'est très simple, si on est arrivé à 60%, alors peut-être qu'il y a eu une catastrophe humanitaire, qu'il y a eu un taux de mortalité incroyable et qu'effectivement ces enfants sont morts. Mais ça demande une enquête rien qu'à cause du nombre. Il n'y a pas de logique à ce que 60% d'enfants meurent en bas âge. Surtout que la moyenne en Israël à l'époque, avant, sans compter les Éthiopiens, les Yéménites étaient de 3%. Comment de 3%? Juste dans les camps des Yéménites, je arriver à 60%. Donc c'est déjà quelque chose qui devrait mettre la puce à l'oreille et demander enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé chez les Yéménites. Dans l'extrait de Ma'ariv qui est à droite, il y a une histoire d'une famille que je vous ai raconté tout à l'heure, la famille Gamliel. Donc l'enfant est malade, il l'amène à l'hôpital, on leur dit qu'il a été déplacé à l'hôpital d'Etanim, ils arrivent à Etanim, on dit l'enfant est mort, est décédé et enterré. Et puis, dans les années 60, les parents reçoivent une convocation pour le service militaire de ce jeune. À l'instant, alors si c'est le service militaire, c'est qu'il n'est pas mort. Alors, on a dit non, mais c'était des erreurs administratives. Il est mort, enterré, juste les dossiers n'ont pas été remplis comme il faut. Mais du coup, ils se posent la question et il s'avère qu'ils se rendent compte, maintenant, je dis dans les années 60, 70, parmi les voisins, ils ne sont pas les seuls à recevoir des ordres de mobilisation pour des enfants disparus. Et c'est là qu'en 1960, on commence à se réveiller et le mouvement s'accélère. C'est la première commission d'enquête et ça continuera encore après en 80, 90 et ça nous poursuit encore juste aujourd'hui. Cette grande question, cette grande énigme, que sont devenus ces enfants yéménites? Pourquoi tellement de disparitions d'enfants dans les camps des Yéménites? Et Ariel, oui. Pourquoi tu as dit qu'il faut attendre encore 20 ans pour rouvrir le dossier? Parce que la Haute Cour a dit on a marre avec toutes ces enquêtes à répétition et ces demandes, alors on dit qu'on bloque tout et qu'on arrête de nous casser les pieds. Je n'étais même pas au courant, je parlais Shabbat à la synagogue avec un voisin yéménite qui, je lui ai dit, je vais faire une conférence et je vais parler il m'a dit, tu parleras du problème des enfants parce que c'est notre problème, c'est le problème de ma famille aussi. Je lui ai dit, bien sûr, et j'espère qu'on trouvera. Il me dit, on ne risque pas de trouver grand-chose parce que la Haute Cour a décidé de bloquer de nouveau les dossiers pour 20 ans. Je ne sais pas si la Haute Cour ou le gouvernement, je ne sais pas qui est responsable. Enfin, il y a une volonté d'étouffer. Il faut se rappeler que s'il y a eu quelque chose d'organisé, un crime organisé de voler des enfants, c'était géré aux instances les plus hautes de l'État et donc il y a des gens très connus dont on veut protéger le nom pour ne pas les impliquer dans une affaire de cet ordre-là. Dans l'article, dans le documentaire qu'on a vu tout à l'heure, il disait que l'ADN n'avait rien donné. Il y a quand même eu quelques résultats. Il y a quelques Yéménites qui ont retrouvé leur famille. Le cas le plus connu, c'est le cas
Tzipora Heyman, c'est pas la seule. Vous voyez à droite la photo de la petite fille dans le journal de l'époque. Yigal Alon evioti mi bet hacholim matana lechaverim. Yigal Alon m'a amené de l'hôpital en cadeau à ses amis au kibbutz d'En Shemer. Donc elle a grandi au kibbutz de En Shemer, chez les parents ashkénazes, sans comprendre ce qui se passe. Mais à l'école, tout le monde se moquait d'elle, tout le monde riait d'elle, on l'a traité de nègre, elle était très noire, très bouclée, elle n'a pas du tout le teint ashkénaze de ses parents, et elle s'est toujours sentie à part. Et puis, elle, c'est une de ses enfants qui a réussi après à retrouver ses parents. Et regardez à gauche, vous avez la photo de la fille et de la mère, vous voyez, la ressemblance est assez frappante. Donc, Tzipora Heyman, comprenez qu'elle n'est pas née Heyman dans cette Mahabara de Yéménite, mais comme elle dit, elle était offerte en cadeau à des amis de Yigal Alon. Donc c'est des gens que nous respectons, qui ont pris une part très importante dans la création de l'État d'Israël, mais à ce niveau-là, ils ont fait une grosse erreur. Il faut comprendre, c'est pas des gens foncièrement méchants. Yigal Alon, c'est quand même le commandant du Palmar, un héros de la guerre d'indépendance, mais c'est des gens qui, par supériorité, pensaient que pour le bien de ces enfants, que de toute façon les Yéménites, ils ont 10 gosses dans leur tente, ils ne peuvent pas les élever, ils ne peuvent pas les nourrir, on va leur donner une chance de bien réussir dans la vie en leur donnant une famille d'accueil ashkénaze au kibbutz qui leur donnera toutes les conditions de réussite dans la vie. Alors, ça vient d'un paternalisme colonialiste insupportable. Ces gens, certains se sont crus dans leur bon droit. C'est incroyable d'entendre ça, mais c'est des choses qui ont été faites et je ne sais pas encore si on saura la vérité quand on la saura. Bien. J'avais dans le titre de la conférence, j'avais dit les 4 aliyot du Yémen. En fait, ça s'est passé sur longtemps. Les 4 aliyot, c'est moi qui ai décidé de 4 vagues. J'avais dit la première qui était les aliyot avant le sionisme. On avait parlé du Rav Sharabi, du Rav Shlomo Adani. Après, on a parlé de la deuxième vague, c'était les Yéménites qui sont venus pendant la première et la seconde aliyah sioniste. Donc, on avait parlé la semaine dernière. Et maintenant, je vais parler de 2 vagues. Donc, la première vague, c'était cette vague qui est arrivée en 49-50 à la proclamation de l'État d'Israël. Et la seconde vague, c'est une vague qui arrive dans les années 80-90. En 90, il y a maintenant en 2000-2010, il y a la guerre au Yémen. Et donc, les Juifs qui n'étaient pas venus dans le cadre de l'opération Marvad Aksamim Tapis Volant, ceux qui se sentaient bien au Yémen, qui voulaient rester au Yémen ou qui avaient un petit peu peur de ce qui se passe en Israël, qui avaient reçu un petit peu les lettres de leur famille qui leur disaient les conditions difficiles dans les Mahabarot, dans les camps de transit, les conditions de santé, de trouver du boulot. Il n'y avait pas en Israël à l'époque. Donc, une partie sont restés au Yémen. Maintenant, quand il y a la guerre au Yémen, ils veulent partir. Et l'État d'Israël va faire plusieurs missions de sauvetage pour chercher. Je vous avais dit tout à l'heure que déjà Yitzhak Shamir en 92 avait nommé Avigdor Kahlani pour chercher les Juifs qui restaient encore au Yémen. Mais les derniers Juifs officiellement ont été ramenés en 2011. C'était une opération que Bibi Netanyahou a demandé à l'armée. Il restait à l'époque environ 70, un peu moins de 70 familles juives, un peu moins de 70 juifs au Yémen. Une cinquantaine n'ont pas voulu partir parce qu'eux ont peur d'aller en Israël et puis ils ont des biens au Yémen, toujours le même problème. Les juifs qui ont du bien ont du mal à partir. On se débrouille. Non, on n'est pas attaqué, on n'est pas visé, c'est pas nous. On se débrouille et 17 vont partir en Israël, ramenés dans une opération encore de l'armée qui n'a pas été, les détails n'ont pas été publiés. Là, on voit une photo de Sanaa, la capitale, là où restent les 40 derniers juifs, ceux qui ont refusé de venir et qui ont préféré rester encore. Donc, il reste officiellement environ 40 juifs à Sanaa. Mais les 17 qui ont été ramenés dans la dernière opération, il y a eu d'autres opérations, mais la dernière a ramené les 17 derniers. Vous voyez le rabbin qui est à droite, qui a été ramené, vous voyez avec son fils, avec le Sefer Torah. Derrière, bien sûr, Bibi Netanyahou qui a commandité cette action pour les ramener. Et de nouveau, je vous ai amené un petit extrait documentaire de la télé française. C'est I24. Cette fois-ci. Ils ont atterri à Tel Aviv il y a quelques heures à peine. Leurs valises ne sont pas encore défaites. La fatigue peut se lire sur les visages de ces derniers survivants de l'une des plus vieilles communautés juives au monde, celle du Yémen,
Un État arabe en proie à la guerre civile que 17 membres d'une même famille juive sont parvenus à fuir. Depuis quelques années, la situation est devenue très difficile au Yémen. Même si la guerre était loin de nous, j'ai commencé à avoir peur. Il n'y a quasiment plus de juifs au Yémen. Ils sont tous partis et ils m'ont manqué. Slimane Dahari est le rabbin de sa communauté. Pour la première fois de sa vie, il est en Israël. Tout comme ses parents, sa femme, son frère et sa famille respective arrivés en même temps que lui. Tous les membres de sa famille sont maintenant au complet, réunis. On ne m'a jamais fait de problème parce que j'étais juif, je ne vivais pas caché. Dieu était avec moi tout ce temps. Voilà, alors comme il dit, j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu besoin de me cacher. La vie était tellement bien, mais enfin quand même maintenant ça devient difficile et dangereux, alors j'ai quand même préféré partir. Et avec lui, tous ceux qui voulaient encore venir en Israël sont partis. Et, pardon, je m'excuse. Voilà. Et j'amène cette photo que vous voyez maintenant qui s'affiche. Vous voyez ce rabbin, apparemment ashkénaze, avec deux petits yéménites. Vous voyez derrière un tableau d'affichage. Est-ce que quelqu'un voudrait devenir, sur le chat, où cette photo a été prise? Alors, c'est assez incroyable. Si vous n'avez pas deviné, je vais vous montrer la photo, l'extrait du journal où j'ai pris cette photo. Voilà, à droite, vous voyez ce groupe de yéménites qui est sur un fond de maison à New York. Et ce rabbin, à gauche, ce n'est pas une photo qui est prise en Israël. Et si vous regardez dans le journal Kikar HaShabbat, première annonce, dévoilement, les chassidim de Satmar ont exfiltré des juifs du Yémen, mais pas pour les amener en Israël, puisque les chassidim de Satmar sont anti-sionistes et pensent que l'État d'Israël, c'est un outrage à Dieu et qu'il faut surtout ne pas aller en Israël, mais rester là où on est en exil. Et donc, ils les ont amenés par l'Argentine aux États-Unis. À droite, vous avez un article qui vient de de Ma'ariv, mais par la coopération entre le Joint et les chassidim de Satmar antisionistes, la moitié des juifs du Yémen immigriront aux États-Unis à la place d'aller en Israël. Ça, c'est en 2009. Donc, je dis, on a vu tout à l'heure en 2011 les 17 derniers qui arrivent en Israël. Mais c'est incroyable de penser que dans ces dernières vagues de juifs du Yémen qui quittent le Yémen, il y a des organisations anti-sionistes qui ont décidé que leur place n'est certainement pas en Israël et qu'un bon juif doit être à New York. Et les chassidim de Satmar ont emmené ces juifs à New York. Alors vous voyez à gauche donc ce rabbin avec ses enfants. J'ai un petit extrait de film, je ne vais pas vous montrer parce qu'il est en hébreu, mais c'est assez incroyable. C'est parmi ces juifs qui sont restés à Tzana, il y a là-bas une synagogue qui est gérée par Satmar. Vous voyez des chassidim qui sont au Yémen. Bon, et ça ressemble, ils ont les péotes, les uns et les autres. Les Yéménites ont les simonim, les chassidim ont les péotes. Ils s'entendent bien. Et le journaliste demande à un petit garçon yéménite comment tu t'appelles. Je dis, je m'appelle Zalman. Il dit, Zalman, c'est pas un nom, déjà Soliman ou Salman en arabe, Shlomo en arabe, mais Zalman, c'est yiddish, oui, c'est le nom que lui ont donné les chassidim quand il est né. Donc, il y a cette intervention des chassidim de Satmar qui ont essayé d'envoyer des derniers ressortissants juifs du Yémen aux États-Unis et pas en Israël. Revenons à Jérusalem. Vous vous rappelez Kfar HaShiloach, j'avais dit qu'en 1882, on avait construit sur le Shiloah, sur le mont des Oliviers, le premier quartier yéménite. Je vous ai mis là une maison des Yéménites. Vous voyez qu'elle est très différente des maisons que les Arabes construiront plus tard, qui sont avec des fenêtres carrées beaucoup plus simples. C'est une maison avec les fenêtres en arcade, ça ressemble beaucoup à Nachlaot. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1936, il y a eu les grandes émeutes arabes et les Anglais qui étaient en Israël, le mandat britannique en 1936, ont dit à ces juifs yéménites du Kfar HaShiloach, on ne peut pas vous protéger, vous êtes trop isolés. Repliez-vous sur les quartiers juifs modernes et après les émeutes, vous rentrerez à la maison. Les Anglais n'ont jamais permis à ces juifs de retourner à leur maison et donc on a abandonné ce quartier du Shiloach sur le mont des Oliviers en 1936. En 1948, ça devient Jérusalem-Est qui est occupé par la Jordanie. Et ce n'est qu'en 1967 qu'on peut revenir. Donc c'est 30 ans après, puisqu'ils sont partis en 1936. En 1967, 31 ans sont écoulés. C'est les propriétaires des maisons et leurs descendants vont au tribunal et demandent à recouvrer leurs biens.
Et la haute cour israélienne va statuer que les maisons restent aux mains des squatters arabes qui les ont pris illégalement pendant l'occupation jordanienne et ne permet pas aux habitants d'origine de retrouver leur maison. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des organisations, des associations qui vont s'organiser pour racheter ces maisons aux Arabes. C'est très complexe comment on rachète des maisons dans un quartier arabe. Ce n'est pas l'occasion d'en parler maintenant, à l'occasion si on en fait une conférence, parce qu'il faut comprendre qu'un Arabe qui vend une maison à un Juif est condamné à mort par l'autorité palestinienne et liquidé. Donc il faut toujours s'arranger pour faire la vente. Bien, donc on est revenu, je m'excuse de cet incident technique, c'est des choses qui arrivent. On est quand même content d'avoir le Zoom, c'est mieux que rien, bien qu'il y a des fois des petits problèmes. Donc on a parlé du fait que le Kfar HaShiloach a été abandonné en 1936 et qu'en 1967, la haute cour n'a pas permis de revenir, mais qu'aujourd'hui on rachète des maisons qui étaient anciennement yéménites. Et il y a aujourd'hui une quinzaine de familles juives qui habitent dans le Kfar HaShiloach. Ce n'est pas toujours évident d'habiter comme ça dans un village aussi safouf, on dit aussi, serrés les uns sur les autres. Voilà, vous avez maintenant à gauche la photo du Kfar HaShiloach en 1882. Donc vous voyez qu'il y avait quelques maisons et rien autour. Après, le village a beaucoup grandi. Les Arabes ont construit dans les années où c'était jordanien, surtout après 67 encore plus, puisque ça permet de travailler à Jérusalem. Donc il y a plus d'avantages d'habiter près de Jérusalem. Et vous avez sur l'image les bâtiments qui ont été rachetés par Ateret Kohanim et Amutat Temanim, pardon. Et vous voyez les bâtiments en vert sont les bâtiments que juifs sont déjà habités par des juifs. Les bâtiments en jaune ont été rachetés, mais ils ne sont pas encore habités parce que, comme je vous ai expliqué, c'est très complexe. Le fait d'acheter une maison, ça risque de condamner à mort le vendeur. Donc, on achète la maison, mais on lui laisse le temps de s'organiser, de partir à l'étranger, de disparaître au Canada ou ailleurs, de façon à ne pas être lynché par l'autorité palestinienne. Alors aujourd'hui, on a des balades chaque fois, si vous venez à Jérusalem, à Chol HaMoed, donc pas en temps de Corona, mais Chol HaMoed Sukkot, Chol HaMoed Pesach. Vous avez des siurim b'Kfar HaShiloach, vous avez des visites guidées qui partent en général du Kotel. Donc il y a un point de rencontre au Kotel et on vous emmène visiter. Vous voyez la maison que vous voyez à droite, c'est une maison moderne dans le Kfar HaShiloach. Ceux qui arrivent à voir, il ne flotte pas bien. Là, mais au-dessus, il y a un drapeau israélien. Donc, toute cette maison est une maison habitée par des familles juives. Et là, vous voyez en bas les chapeaux de Haredim qui sont en train de visiter pendant une de ces visites à Chol HaMoed. Donc, il y a un retour au Kfar HaShiloach. On a commencé à racheter des maisons et des juifs sont revenus habiter là où habitaient les Yéménites. Maintenant, je voudrais terminer cette conférence et je voudrais qu'on ne tombe pas dans l'erreur. Je vais ouvrir le micro pour les réactions. Je me rappelle les réactions qu'il y a eu il y a 2 semaines. Les réactions qu'il y a eu il y a 2 semaines étaient terribles. Il faut faire une commission d'enquête sur ce qui a été fait aux Yéménites qui ont été chassés de kibbutz de Kinneret ou d'autres. Je n'ai pas fait cette conférence pour dire qu'il faut faire une commission d'enquête. Je n'ai pas fait cette conférence pour expliquer pour qu'on en sorte amer. Mon but est juste le contraire. Je veux qu'on connaisse l'histoire d'Israël pour comprendre le miracle dans lequel on vit. Je vais tout de suite vous expliquer de quoi je parle. Il y a une émigration en Israël, vous avez le tableau entre 1948 et 2007. L'immigration dans les premières années d'État d'Israël, c'est une migration incroyable. Regardez, en 1949, il y a 240 000 olim qui arrivent. L'État d'Israël compte 600 000 habitants. Un tiers de la population arrive en 1 an. Sur 10 ans, il y a 1 million de juifs. Imaginez, on est actuellement aujourd'hui à peu près de 8 millions de juifs en Israël, 8 millions et demi. Imaginez que sur 10 ans, on doit maintenant accueillir 15 millions de nouveaux immigrants. Mais où on va les mettre? Quel travail? Et aujourd'hui, l'État d'Israël est un État riche, un État qui a une infrastructure industrielle, qui a de l'agriculture, on a une monnaie forte, on n'a pas de problème pour prendre des emprunts sur les places financières internationales parce qu'on est solvable. Mais qu'est-ce que c'était l'État d'Israël en 1948? Qui c'est qui va prêter 1 centime à l'État d'Israël? C'est-à-dire tout le problème de ces Wiedergutmachung, cet argent que Ben Gurion a accepté de Adenauer de l'Allemagne comme réparation de guerre pour la Shoah, ce qui avait fait diviser la société israélienne à l'époque en disant mais comment est-ce qu'on peut accepter des réparations de l'Allemagne quand ils vont payer de l'argent et on est quitte pour la Shoah? Et Ben Gurion dit non, c'est pas du tout qu'on va être quitte pour la Shoah, mais avec quoi je vais nourrir ce million de personnes qui arrivent ici? Avec quoi je vais leur construire des tentes? Parce que même des tentes pour habiter, il faut des tentes, il faut des médecins pour les soigner, il faut leur donner à manger. Avec quel argent? On n'a pas d'argent. Donc, il fallait trouver une solution. Et je vous ai mis en exergue en haut une citation
du premier ministre irakien de l'époque, qui s'appelait Nouri el-Saïd. À la même époque où les Juifs du Yémen, l'imam Ahmed leur permet de quitter le Yémen, ce qu'ils n'avaient pas eu le droit de faire dans les dizaines d'années qui ont précédé, il y a la même chose en Irak. L'Irak ouvre ses portes et les Juifs ont le droit de quitter l'Irak. Et pourquoi les Irakiens permettent aux Juifs de partir? Alors Nouri el-Saïd, le Premier ministre, va le dire. Je permets aux Juifs de partir parce que c'est comme ça que je vais détruire l'État d'Israël. J'ai essayé par la guerre de 48, les Irakiens se sont battus aux côtés des armées jordaniennes, syriennes, égyptiennes et libanaises. Et ils n'ont pas réussi à battre militairement Israël. Et il dit, je vais réussir. Chaque olé qui va en Israël, chaque immigrant qui va en Israël, c'est un clou enfoncé dans le cercueil de l'État d'Israël. L'État d'Israël ne pourra jamais gérer un tel afflux d'immigrants et ça va couler l'État d'Israël. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. C'est vrai que des choses stériles qui ont été faites. Mais il faut se rappeler que c'est quelque chose d'incroyable, qu'Israël a réussi à absorber 1 million d'immigrants, qu'aujourd'hui, on a dit, il y a des chanteurs, et puis il y a des hommes politiques, et puis il y a des rabbins, et puis il y a des gens formidables qui se sont intégrés dans tous les domaines d'activité en Israël. C'est formidable, et c'était incroyable. Donc, ce que je voudrais, c'est pas qu'on parte avec l'amertume de qu'est-ce qu'on a fait à ces immigrants, mais avec le Hodul Hashem Kitov, c'est incroyable ce que Dieu a fait avec nous, ce rassemblement des exilés qui n'avaient aucune chance de réussir. Les Arabes étaient sûrs que ça allait détruire l'État d'Israël, et on s'en est sorti, on en est sorti grandi, et aujourd'hui on est un État formidable. Donc, je ne voudrais pas qu'on sorte avec l'amertume, il faut créer des commissions d'enquête. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il faut enquêter, c'est vrai qu'il y a des dossiers qu'il faut comprendre. Mais je ne voudrais pas qu'on sorte avec une amertume en cherchant, ce n'était pas le but de cette conférence. Je pense que c'est une partie de l'histoire qu'il faut connaître pour mieux comprendre l'incroyabilité de ce retour qu'on est en train de vivre. Et pour finir ça, je vais vous finir par un petit film humoristique une séquence, c'est en hébreu, mais c'est pas grave, vous allez voir que même les noms d'hébraïsants, vous allez réussir à comprendre ce qui se passe dans la Aliyah, en Israël. J'ai mis que tu vas montrer Harry Kenstein. Je pense qu'avec cette comédie sur les Aliyot, on voit un peu ce qui se passe, où chacun arrive avec toute la joie d'arriver en Eretz Israël, et regarder un peu d'un œil problématique par ceux qui sont venus avant. Et le résultat, il est là, 150 ans après, on est un État formidable. Et c'est ça que je voulais amener dans cette conférence. Donc ne restez pas sur l'amertume des problèmes qu'il y a eu dans l'Aliyah. Ce que je veux dire, c'est que chaque Aliyah a eu ses problèmes. Il y a des problèmes qui auraient pu être évités, des problèmes qui n'ont pas de raison d'être, et on n'a pas de raison de les excuser, mais ce n'était pas le but de cette conférence, de faire un procès d'intention ou un procès de ce qui s'est fait. Je pense qu'au contraire, ça donne encore plus à être content de vivre cet état formidable, cette façon formidable, avec tous les problèmes par lesquels on est passé. Et chacun qui est venu en Israël peut raconter ses problèmes d'Aliyah, chacun à son niveau. Bien sûr, pas tout le monde, heureusement, au niveau de ce qu'ont enduré ces Juifs du Yémen, mais chaque Aliyah est venu avec son lot de problèmes. Et le dernier, comme quelqu'un écrivait dans le chat, le dernier arrivé, c'est Jonathan Pollard, qui est arrivé la semaine dernière. Lui ça lui a coûté 30 ans en prison, enfin 25 ans en prison et encore 5 ans en résidence surveillée pour pouvoir arriver en Israël. Donc ça n'a jamais été facile. Il faut connaître le prix, c'est important de comprendre. Chaque année, on fête Pessah et la halakha nous dit, la Torah nous dit qu'à Pessah, il faut manger le korban Pessah, le korban de la liberté, mais il faut l'accompagner de la matzah et du maror pour se rappeler aussi l'amertume et les choses difficiles qu'on a passées. On ne les oublie pas, mais on ne focalise pas dessus, on regarde en avant et on continue. Voilà ce que j'avais à raconter. Si maintenant on veut réagir, on peut ouvrir le micro. Tu gères. Toda Rabba Ariel, on peut réagir. On a quelques minutes après la conférence d'après. Un grand merci, c'est passionnant. Je voudrais une petite remarque concernant les kidnappings, ou pas kidnapping, des enfants yéménites. J'ai un gendre qui est maître de conférence à l'université de Bar-Ilan, qui a étudié à fond ce problème, et il arrive à des conclusions entièrement opposées. Alors, il faut faire la part des choses. Il a étudié ça, et ce qui est vrai, c'est qu'il en a parlé dans pas mal d'endroits, et les Yéménites qui vivent dans ce pays l'ont
n'ont pas beaucoup apprécié sa façon de voir les choses, mais s'il l'a fait d'une façon professionnelle, puisqu'il l'a fait en tant que maître de conférence à l'université de Bar-Ilan. Oui, j'en ai parlé, je n'ai pas accentué le fait, mais quand j'ai amené, c'est pour ça que j'ai choisi dans les coupures de journaux, il y a des journaux autant qu'on veut sur le sujet, je faisais cette coupure de journal qui disait qu'il y avait 60% un taux de mortalité catastrophique chez les Yéménites, et que si on explique qu'il n'y a pas eu de vol d'enfants, il y a juste eu des décès, il faudrait quand même comprendre pourquoi il y a eu tellement de décès juste parmi les Yéménites. Okay. Alors, d'accord, alors ils n'ont pas été kidnappés, mais on n'arrive toujours pas à comprendre où ils ont disparu, pourquoi cette hécatombe parmi les Yéménites. Donc, il y a des choses pas nettes. Je sais qu'il y a d'un côté et de l'autre côté des commissions d'enquête qui ont été ouvertes et fermées, mais ok, d'accord. Je peux dire quelque chose? Oui, Cécile? On a un gendre yéménite. Son grand-père a eu le même problème. Il est arrivé à l'hôpital. On lui dit, votre fille est morte. Alors il a dit, je reste là. Je ne bouge pas d'ici. Il est resté 3 jours à l'hôpital. On lui a ramené la petite. On lui a ramené. Elle n'était pas morte. Vous savez qu'Israël est un pays où on ressuscite facilement. On raconte qu'après le décès de Staline, les Russes ont voulu se débarrasser du corps de Staline. Ils ont demandé aux Français s'ils voulaient le prendre chez eux. Ils n'en voulaient pas, les Anglais ne voulaient pas. Personne ne voulait du corps de Staline. Alors finalement, ils sont allés demander à Ben Gurion est-ce qu'il serait prêt à le prendre en Israël. Et Ben Gurion dit, moi, je n'ai pas de problème à enterrer Staline en Israël, mais rappelez-vous qu'ici, on a enterré quelqu'un il y a 2000 ans, et puis 3 jours après, il était de retour. Si vous voulez prendre le risque, vous pouvez l'enterrer. Ouais. Bien. Merci Ariel. Je pense que la prochaine fois, peut-être, je n'ai pas encore parlé avec Midreshet Yehuda, mais je pense que comme on a tous envie de se promener, qu'on est tous un peu confinés, qu'on commence à trouver, au lieu de faire une conférence, peut-être faire une promenade virtuelle, vous emmener un peu sur le terrain de façon virtuelle, et on s'aérera par des photos. Enfin, j'ai encore en parlé avec Midreshet Yehuda, peut-être pour la prochaine fois dans 2 semaines quand on se retrouve. Alors, on attend au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bon confinement. Il y a moyen de voir le film ou le documentaire que vous avez présenté? Il y a tout ce que j'ai présenté vient d'Internet. Vous avez mon numéro de téléphone était sur certaines des diapos, donc vous pouvez le regarder quand vous le reverrez sur l'Internet, sur le YouTube. Vous pouvez voir mon numéro de téléphone pour ceux qui ne le connaissent pas ou le noter, le 054. Comment il s'appelle le film? 9 223 054. Regarde, 054. Myriam, je te l'envoie le numéro. Je te l'envoie le numéro par WhatsApp, ok? Comment s'appelle le film déjà? Quel film? De quel film s'agit-il? Le film avec Uri Dohar et... Loul. Zoul. Loul. Mahon. Loul. Bien, chers amis, on doit se quitter parce qu'on se retrouve dans quelques minutes. Pour mieux se retrouver. Ce ne sera pas moi, mais il y a une conférence avec le professeur Noir-Zana Picard dans un peu moins de 10 minutes. Donc voilà, à tout de suite. Merci Ariel. Merci. Merci, Shavuot Tov. Merci beaucoup.